Bonjour et bienvenue dans The Crime Reel. L'affaire d'aujourd'hui choque par sa perversité et l'inefficacité de la police. Cela a permis à un criminel violent de rester libre. Pendant de nombreuses années, il a continué à faire régner la terreur sur les femmes de Glasgow. Il y avait tellement de preuves dans cette affaire et tant de moments où cette histoire aurait pu être résolue. Le catalogue des occasions manquées est vraiment stupéfiant. Notre histoire aujourd'hui concerne la famille Caldwell d'Écosse. Emma est née le 31 janvier 1978. Elle était la deuxième fille de Margaret et William Caldwell. Elle a grandi dans un foyer aimant et a eu une enfance très heureuse, sa mère la décrivant comme adorable, tout simplement parfaite. Nous l'appelions notre petit Perce-Neige. Emma s'est passionnée pour les chevaux et est devenue monitrice d'équitation. Cependant, la vie de la famille a été bouleversée lorsque la sœur aînée d'Emma, Karen, est décédée d'un cancer en 1998. Emma a eu du mal à faire face au chagrin de la perte de sa sœur. Et à l'âge de 22 ans, elle s'est assise avec ses parents et leur a dit qu'elle avait quelque chose à leur annoncer. En voulant calmer sa douleur, elle était devenue dépendante à l'héroïne. Ses parents, choqués, ignoraient tout des drogues et ne savaient pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Ils sont allés aux urgences de l'hôpital, mais ont été refoulés. Ils ont discuté toute la nuit et ont espéré que l'aveu de leur fille serait le déclic pour qu'elle rompe avec sa dépendance. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Emma a continué à consommer de l'héroïne et a quitté la maison familiale pour s'installer dans un foyer pour femmes à Glasgow, tout en restant proche de ses parents. Elle les appelait tous les jours. Son père lui rendait visite chaque mercredi et sa mère venait la chercher le week-end pour la ramener à la maison dîner. À l'insu de ses parents, Emma était également devenue travailleuse du sexe dans les rues de Glasgow afin de financer sa dépendance à la drogue. Chaque jour, elle allait chercher de la méthadone chez le pharmacien près de l'auberge de la rue Inglefield. Le mercredi 6 avril 2005, William est allé rendre visite à sa fille à l'heure habituelle, mais elle n'était pas là. Parfois, Emma ne respectait pas leur rendez-vous, donc cela n'a pas été une source d'inquiétude immédiate. Cependant, lorsque l'appel téléphonique quotidien a cessé et que sa mère n'a pas pu la joindre pour la visite du week-end, ils ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Emma a été déclarée disparue le 10 avril et une enquête pour disparition a été lancée. Il a été établi qu'Emma avait été vue pour la dernière fois vers 22h45 le lundi, 4 avril, alors qu'elle se préparait à aller travailler dans le centre-ville de Glasgow pour les 5 prochaines semaines. Marguerite et Guillaume ont parcouru la ville jour et nuit à la recherche de leur fille. Puis, le dimanche 8 mai, la nouvelle qu'ils redoutaient tant est arrivée. Un promeneur de chiens avait trouvé le corps d'Emma dans un fossé peu profond, dans un bois isolé près de Roberton, dans le Lanarkshire, à environ 1 heure de route de Glasgow. Elle était nue et avait été étranglée à mort. L'enquête pour disparition s'était transformée en enquête pour meurtre. Au cours des 10 années précédentes, 6 autres travailleuses du sexe avaient été assassinées alors qu'elles travaillaient dans les rues de Glasgow. Bien qu'il ne soit pas clair si ces meurtres étaient liés, aucun d'entre eux n'avait été résolu et, de ce fait, la police de Strathclyde, chargée de l'enquête, subissait une énorme pression pour résoudre cette affaire. Cela allait devenir l'une des plus grandes enquêtes pour meurtre d'Écosse, avec l'officier principal chargé de l'enquête, le surintendant détective Willie Johnston, qui allait devenir le visage public de l'enquête. Sous le nom d'Opération Graal, 50 policiers allaient recueillir plus de 8000 dépositions, saisir des centaines de véhicules et prélever des centaines d'échantillons d'acide désoxyribonucléique. C'était une opération incroyablement complexe, car de nombreuses télétravailleuses du sexe de Glasgow avaient affaire à des centaines de clients à cette époque. Beaucoup de ces femmes avaient souvent été victimes de violences excessives, et des enquêteurs supplémentaires ont été mobilisés pour aider dans cette affaire. En mai 2005, le visage d'Emma a été projeté sur l'une des tours de la ville, dans l'espoir de raviver la mémoire des gens et d'encourager davantage de témoins à se manifester. L'agent de police Stuart Hall faisait partie des renforts appelés pour aider dans cette affaire. C'était sa première enquête pour meurtre.
Lorsqu'il s'est familiarisé avec tous les aspects de l'affaire, il se souvient qu'un élément notable, un morceau de câble, avait été retrouvé sous le cou d'Emma. L'autopsie avait révélé qu'Emma avait été étranglée, et l'on pensait que ce câble avait été utilisé pour l'étrangler. Une extrémité de ce câble était assez particulière car elle avait été endommagée, presque comme si elle avait été brûlée. Des déclarations ont été recueillies auprès d'autres travailleuses du sexe dans le quartier, et une femme a dit à la police qu'Emma avait un client qui était particulièrement obsédé par elle. Si Emma était dehors en train de travailler, cet homme accélérait et conduisait sa camionnette vers elle si un autre client potentiel s'approchait d'elle. Il cherchait à les effrayer pour qu'Emma puisse être seulement à lui. La femme a ensuite expliqué qu'un peu avant le meurtre d'Emma, cet homme l'avait prise, emmenée derrière des panneaux publicitaires et l'avait agressée sexuellement. Peu de temps après avoir entendu cette déclaration, l'agent de police Stuart Hall a appris que la police avait arrêté une camionnette dans le quartier rouge. Le conducteur correspondait à la description de l'agresseur d'Emma. La camionnette portait l'inscription de l'entreprise Alpha Beta Signs, qui avait déjà travaillé avec des enseignes au néon. Stuart pensait que le câble brûlé inhabituel, retrouvé avec le corps d'Emma, aurait pu être utilisé pour réparer une enseigne au néon. La camionnette s'est avérée appartenir à un homme du nom de Ian Packer. Ian, qui avait 32 ans à l'époque, était monteur d'enseigne et a été interrogé pour la première fois par la police le 22 juin 2005. C'était 6 semaines après que le corps d'Emma ait été retrouvé. Ian connaissait-il Emma ? Non. Fréquentait-il le quartier rouge de Glasgow ? Non. Utilisait-il les services de travailleuses du sexe ? Non. Avant d'être relâché, sa photo a été prise et placée dans un album photo avec celle de 11 autres hommes. Ces photographies ont été montrées à la femme, qui avait donné des détails sur l'agression sexuelle d'Emma. Elle a immédiatement identifié Ian. D'autres travailleuses du sexe ont également identifié Ian comme un homme qui utilisait régulièrement leurs services, presque quotidiennement. Toutes ont dit que c'était un homme violent. Si elle ne faisait pas exactement ce qu'il voulait, il devenait en colère et méchant. Nombreuses ont dit combien elles le craignaient. À ce stade, Ian avait été identifié comme un prédateur sexuel violent par plusieurs personnes. La police avait la confirmation qu'il était obsédé par Emma et qu'il l'avait déjà agressée sexuellement, et Ian avait menti sur son recours aux travailleuses du sexe. Il a de nouveau été convoqué pour être interrogé, et l'agent de police Stuart Hall voulait placer Ian en détention pour le meurtre d'Emma. L'histoire d'Ian changeait à chaque fois. Stuart a contacté l'officier principal chargé de l'enquête, Willie Johnston, et a dit qu'il pensait qu'Ian n'était plus un témoin, mais en fait le principal suspect. Mais on lui a dit « Ne le retenez pas, ce n'est pas notre homme, relâchez-le ». L'enquête a continué, mais n'a pas vraiment progressé. Toutes les pistes semblaient ramener à Ian. En 2006, Magdalene Robinson a été interrogée par la police. Elle leur a dit que lorsqu'elle avait 14 ans, Ian était devenu un ami de sa famille. Elle a expliqué en détail comment il l'a tripoté et l'a touché et comment il s'asseyait sur son lit pendant qu'elle dormait. Il a ensuite continué à l'agresser sexuellement de manière grave, mais personne ne l'a cru à l'époque et on l'a accusé d'inventer cette histoire. Cependant, après que la police lui a demandé sa déposition, elle n'a plus eu de nouvelles de leur part. Les anciennes partenaires de Ian ont également été interrogées, et leurs déclarations ont, une fois de plus, révélé un schéma extrême de violence physique et d'abus sexuels. Les travailleuses du sexe avaient un livre appelé « Le livre des mises en garde », dans lequel elles s'avertissaient mutuellement au sujet des clients violents. Ian apparaissait dans ce livre à de nombreuses reprises, avec des détails fournis par différentes femmes décrivant des violences extrêmes et des agressions sexuelles. Parfois, il était connu sous le nom de Pierre, d'autres fois Craig ou Jean. Il était petit mais solidement bâti, et son manque d'hygiène personnelle était si extrême que beaucoup de femmes pensaient que c'était une question de pouvoir. Lorsqu'on leur montrait des photos, toutes ces femmes confirmaient que leur témoignage dans le livre concernait Antran. Les ouvrières ont tenté de signaler les agressions à la police, l'une d'elles détaillant comment Ian avait essayé de l'étrangler. Quelques mois avant le meurtre d'Emma, un agent de sécurité s'est approché de la camionnette pendant son agression, lui permettant de s'échapper. Cependant, quand 2 policiers l'ont arrêté pendant sa fuite, elle leur a expliqué ce qui s'était passé.
Ils ont dit qu'elle n'aurait pas dû travailler là et elle a été arrêtée pour prostitution. L'équipe chargée d'enquêter sur le meurtre a continué de recueillir des preuves. Ils ont interrogé de nombreux employés sur le fait d'avoir déjà été conduits dans un lieu isolé comme celui où Emma a été retrouvée. La police a recueilli les témoignages de 3 autres femmes qui avaient été conduites à ce que l'on pensait être le même endroit isolé. Et puis aussi 6 autres qui avaient été conduites dans un autre endroit. Toutes ont été agressées sexuellement, toutes ont identifié Ian comme leur agresseur. Pauline, une travailleuse, a décrit un homme nommé Peter qui l'a emmené hors de la ville, sur l'autoroute puis à la campagne, au milieu de nulle part. Il s'est arrêté et a insisté pour qu'elle enlève tous ses vêtements. Quand elle n'a pas obéi, il est devenu très agressif. Elle a essayé de le calmer, mais comme elle n'y arrivait pas, elle a fini par céder à ses exigences. Lors des interrogatoires avec la police, elle a mentionné à plusieurs reprises cet endroit isolé. On lui a montré l'album photo et elle a identifié Ian comme étant l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Pierre. Le corps d'Emma avait été retrouvé dans une forêt isolée à environ 70 km des rues de Glasgow, où elle travaillait. L'itinéraire impliquerait de descendre vers le sud sur la M74, puis de serpenter à travers des routes de campagne isolées. La police a demandé à Pauline si elle pouvait se souvenir de l'itinéraire. Ils ont suivi sa description en descendant une route bordée de sapins de Noël de chaque côté, un arrêt de bus, un portail argenté, le passage chaotique d'une grille pour la bétail. La description de Pauline les a conduits précisément à l'endroit des bois où le corps d'Emma fut retrouvé. C'était dans une zone tellement isolée que beaucoup de détectives ont eu du mal à la trouver. Ce n'était pas un endroit où l'on pouvait simplement tomber par hasard, il fallait vraiment connaître la région. Cela semblait être l'avancée dont l'équipe d'enquête avait désespérément besoin. Il ne pouvait pas s'agir d'une coïncidence. Ian avait terrorisé Pauline exactement à l'endroit où le corps d'Emma avait été retrouvé. Il semblait que les preuves étaient désormais indéniables et que l'officier principal chargé de l'enquête accepterait sûrement l'arrestation d'Ian. De façon choquante, aucune charge n'avait encore été retenue contre l'agent de police Stuart Hall. Rien de cela n'avait de sens. Peu de temps après, il a été emmené dans une pièce et on lui a dit qu'il ne devait plus travailler sur l'affaire d'Ian Packer. Il lui a aussi été dit de ne plus l'interroger. Se renseigner sur Ian, parler aux travailleuses du sexe à propos de Ian ou essayer de recueillir d'autres informations à son sujet. Il semblerait que les officiers de plus haut rang aient décidé de la direction que devait prendre l'enquête. La nuit où elle a disparu. Le dernier appel qu'Emma a reçu venait d'un homme turc nommé Abu Bekir Onku. L'appel a été reçu à 23h20 et ils ont parlé pendant 76 secondes. Lors de son interrogatoire, Abu Bekir a déclaré à la police qu'il avait eu une relation sexuelle avec Emma et qu'il ne l'avait pas vue la nuit de son meurtre. Ils ne l'ont pas cru. Une seconde partie secrète de l'enquête sur le meurtre était en cours. Celle-ci est devenue connue sous le nom d'Opération Garde. L'homme qui dirigeait cette enquête était le chef-inspecteur principal Colin Field. Il a été établi qu'Emma se trouvait à proximité d'un café turc à Glasgow la nuit de sa disparition. Ce café était tenu par un délinquant sexuel condamné, Hüseyin Çobanoglu. Abu Bekir. Onku a déclaré qu'il n'était jamais allé dans ce café et qu'il n'avait aucun lien avec Hüseyin Çobanoglu. Cependant, il était connu que certaines des travailleuses du sexe avaient travaillé dans ce café et y avaient parfois été agressées sexuellement. Les officiers croyaient qu'Emma avait été tuée au café et ont ordonné une surveillance. Dans une tentative de relier Abu Bekir Onku à Hüseyin Çobanoglu et au café, les preuves n'ont pas été trouvées. L'affaire contre les hommes turcs semblait perdue jusqu'à ce que la police scientifique découvre 2 taches de sang d'Emma sur la literie du café. Et les officiers supérieurs ont porté l'affaire à un niveau supérieur. Ils ont permis la surveillance la plus intrusive, installant des micros et des dispositifs vidéo et audio discrets dans le café turc. Un policier turc en civil a également été envoyé dans l'espoir que les officiers supérieurs obtiendraient les preuves incriminantes dont ils avaient besoin pour faire avancer l'affaire. Cependant, pour que l'affaire contre les hommes turcs tienne devant le tribunal, tous les autres suspects potentiels devaient être identifiés, interrogés et écartés de l'enquête.
Et cela signifiait écarter de façon concluante Ian Packer, l'homme contre qui tant de preuves semblaient indiquer sa culpabilité. En août 2006, l'agent de police David Barr a reçu l'instruction d'interroger à nouveau Ian et d'obtenir une déclaration confirmant qu'Ian connaissait Emma Caldwell. Mais selon David, un officier supérieur chargé de l'enquête, Willie Johnston, lui a dit que peu importe ce qu'il te dira, il ne sera jamais accusé dans cette affaire. Lors de l'entretien avec l'agent David Barr, Ian a reconnu connaître Emma et avoir fait appel à ses services et à ceux d'autres travailleuses du sexe. Il a affirmé qu'il avait menti auparavant parce qu'il avait peur. Il a également déclaré qu'il l'avait emmenée à la campagne, dans la zone où son corps a été retrouvé. À ce moment, l'officier Willie Mason a voulu placer Ian en détention pour le meurtre d'Emma. Ils ont contacté Willie Johnston chez lui, qui a réitéré sa consigne précédente selon laquelle Ian n'était accusé de rien et qu'il fallait le laisser rentrer chez lui. Willie Mason a alors interrogé le détective chef-inspecteur Colin Field à ce sujet, pensant que c'était lui qui était à l'origine de cette décision. Colin Field a déclaré qu'Ian n'était pas suspect, dans ce cas. Les Turcs l'ont fait, ce à quoi Willie Mason a répondu avec tout le respect que je vous dois. Comment peut-il ne pas être un suspect ? C'est la seule personne qui a jamais admis l'avoir emmené sur le lieu du meurtre. Colin Field a déclaré qu'il n'y avait eu aucune enquête sur Ian, qu'Ian n'avait pas tué Emma et qu'il avait des preuves pour démontrer que les hommes turcs avaient commis le meurtre. Quelques jours après cela, Willie Mason a été informé que ses services n'en étaient plus requis. Lors de l'enquête, il était clair que l'opération Secret Guard et non l'opération Public Grail dirigeait les opérations. Peu de temps après, il y eut une réunion d'information pour tous les participants où chacun fut informé des antécédents de l'opération Guard. Le compte-rendu indiquait que 4 hommes turcs avaient été identifiés comme les meurtriers d'Emma dans le café turc de la rue du Pont. Toute personne qu'ils soupçonnaient impliquée devait être oubliée. Comme les meurtriers d'Emma avaient été retrouvés, il a été dit que les dispositifs d'enregistrement avaient capté les hommes parlant du meurtre d'Emma d'une manière que seuls les meurtriers pouvaient en connaître. En utilisant des phrases comme « Ils l'ont amenée ici, n'est-ce pas ? Oui, ils ont emmené la fille jusqu'au bout. La fille est-elle déjà venue ? Oui, elle est venue. Pourtant, aucune de ces phrases ne prouvait vraiment leur culpabilité. Donc la surveillance a continué afin de s'assurer qu'il n'y aurait rien qui pourrait être contesté lors du futur procès de ces hommes. Ils devaient s'en assurer. Les aveux de Ian concernant le fait d'avoir emmené Emma, Pauline et d'autres travailleuses du sexe dans la forêt isolée, qu'il a ensuite déclaré avoir inventé simplement parce que la police le harcelait, ne seraient pas considérés comme vrais. Ian a été emmené en voiture avec quelques policiers et on lui a demandé de les conduire à l'endroit où le corps d'Emma avait été retrouvé. Ian a dit ignorer leur destination, et quand on lui a demandé la direction, il a juste répondu « Prenez à gauche ». Il a finalement conduit les policiers sur ce site isolé, pourtant difficile à localiser. Néanmoins, lorsqu'ils sont retournés au commissariat et que la paperasse a été remplie, on lui a dit qu'il était libre de partir, qu'il n'aurait plus de nouvelles de la police et qu'il pouvait reprendre le cours de sa vie. La surveillance discrète du café turc se poursuivait, sans rien qui puisse justifier des poursuites. La décision a été prise de revoir les milliers d'heures d'enregistrement sur un meilleur équipement, dans l'espoir de trouver quelque chose qui aurait été manqué. Sur un enregistrement du 7 avril 2006, la police a déclaré qu'elle avait entendu à travers la veste qu'au casino, ils avaient entué la fille. À une courte distance du café se trouvait un casino, et une fouille des lieux a révélé 2 objets. Un vêtement que les officiers supérieurs ont décidé appartenir à Emma et un porte-clés en forme de fer à cheval, qui aurait pu appartenir à Emma, notamment en raison de son amour pour les chevaux. Ils pensaient que c'était la dernière pièce du puzzle. Le 31 août 2007, il a été rapporté que 4 hommes avaient été arrêtés en lien avec la mort d'Emma et que la police menait des recherches. Une adresse sur Bridge Street, au sud de Glasgow, et une autre sur Duke Street, dans l'est de la ville. L'un des hommes arrêtés était Abou Bekir Onkou, qui a été interrogé par le sergent-détective Mick McCarran. Mick avait eu accès à certains des enregistrements secrets pour l'interrogatoire et on lui avait dit qu'ils avaient été traduits par les meilleurs experts turcophones du pays. Abou Bekir n'arrêtait pas de répéter que les traductions étaient fausses et il tournait presque Mick en ridicule, qui à ce moment-là était convaincu qu'Abou Bekir n'avait rien à voir avec le meurtre.
Cependant, Mick recevait sans cesse l'ordre de ses supérieurs de poursuivre l'interrogatoire. Comme il en avait reçu l'instruction, à la fin de l'entretien, Mick a inculpé Abou Bekir du meurtre d'Emma. En quelques semaines, l'un des avocats de la défense des hommes a contesté l'exactitude des traductions, et la police a reçu l'ordre du procureur de faire retraduire les enregistrements. Il s'est avéré que les enregistrements n'avaient pas été traduits par des experts turcophones, mais plutôt par d'autres policiers d'origine turque. L'un a facilement admis avoir une compréhension limitée du turc, tandis que l'autre avait un niveau d'éducation équivalent au brevet. Lorsque les enregistrements ont été vérifiés par des traducteurs indépendants qualifiés, aucune déclaration accablante n'a été entendue. Ils avaient été mal traduits ou cités de façon incorrecte et sortis de leur contexte. La discussion sur les effets personnels près d'un casino n'a en fait jamais eu lieu. Les vêtements et le porte-clés n'ont jamais été prouvés comme appartenant à Emma, et les 2 petites taches de sang trouvées sur le matelas pouvaient facilement être expliquées. Comme il était désormais connu qu'Emma avait travaillé au café à ce moment-là, l'enquête, qui avait coûté environ 4 millions de livres sterling, s'est effondrée. Étonnamment, dans les années qui ont suivi, Ian n'a jamais été tenu responsable par la police. En 2018, il a participé à une interview dans laquelle il a déclaré vouloir donner sa version des faits. Beaucoup pensaient qu'il était meurtrier. Lors de cette interview, il a reconnu avoir parfois fait appel à des travailleuses du sexe, tout en affirmant n'avoir jamais été violent ou brutal avec elles. Il a nié être un prédateur sexuel violent. Il a nié avoir agressé sexuellement ou tué Emma. Il a nié l'agression sexuelle de Magdalene. Il a déclaré qu'il n'était jamais allé à l'endroit où le corps d'Emma avait été retrouvé. Il a ensuite affirmé que certains mensonges à la police étaient dus à la peur ou au harcèlement pour obtenir de fausses confessions. Il faudrait encore 4 ans et des changements parmi les personnes au pouvoir. Pour qu'Ian soit enfin inculpé du meurtre d'Emma, il a continué à clamer son innocence. Le 28 février 2024, après un procès de 6 semaines et 4 jours de délibération du jury, il a été reconnu coupable d'avoir tué Emma. En plus de 32 autres chefs d'accusation concernant 22 femmes différentes, dont la plupart ont été commis après le meurtre d'Emma, il a été condamné à au moins 36 ans de prison. C'est la 2e plus longue peine de prison prononcée par un tribunal écossais, juste derrière le minimum de 37 ans infligé au tueur de World's End, Angus Sinclair, en 2014. Le 7 mars, le gouvernement écossais a annoncé une enquête publique menée par un juge. Et le Lord Avocat a confirmé qu'une enquête criminelle sur la première enquête policière est également prévue. Il a fallu 17 ans pour qu'Ian soit arrêté pour le meurtre d'Emma, et on ne sait pas exactement combien d'autres femmes ont souffert entre ses mains pendant cette période. Des attaques qui auraient pu être évitées si les preuves liées au meurtre d'Emma avaient été suivies et si les officiers qui avaient reconstitué un dossier solide contre lui avaient réellement été écoutés. Les officiers supérieurs impliqués ont donné à Ian la liberté et la possibilité de continuer sa violence envers les femmes. Le détective surintendant principal, Willie Johnston, officier enquêteur principal, a pris sa retraite en 2006. Le chef surintendant détective Colin Field a pris sa retraite en 2014. La police d'Écosse a déclaré qu'Emma Caldwell, sa famille et de nombreuses autres victimes ont été abandonnées par la police en 2005. Pour cela, nous sommes désolés. Un nombre important de femmes et de jeunes filles qui ont fait preuve d'un courage remarquable en prenant la parole à cette époque n'ont pas non plus obtenu la justice et le soutien dont elles avaient besoin et qu'elles méritaient de la part de la police de Strathclyde. Packer purge actuellement sa peine à la prison de Barlinnie après une enquête initiale menée par le Sunday Mail, 10 ans après la mort d'Emma. Sans le travail d'enquête remarquable de la journaliste Samantha Pauling, il est possible que Packer soit encore un homme libre aujourd'hui. Repose en paix, Emma, ainsi que toutes les victimes de Packer. Cela conclut l'affaire d'aujourd'hui. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir PST. Même l'ex-femme de Packer a déclaré dans une interview que Packer avait essayé de la tuer il y a 9 ans. Au revoir.